Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis extrêmement honorée. Je me sens très privilégiée, comme historienne en plus, d'être parmi vous et d'être ici et d'avoir pu écouter cette intervention. Alors c'est toujours compliqué de prendre la parole, comme je vais le faire là, pour vous parler des auteurs de crimes quand on a entendu la parole des victimes. Évidemment, il faut entendre celle des victimes, mais évidemment, elle nous assomme d'émotions. Moi, je suis ici, je crois, comme l'a dit Bérengère, comme historienne des violences. J'ai travaillé sur la question de la torture et des viols et des violences accomplies par l'armée française en Algérie pendant la guerre de libération, mais surtout j'ai coordonné avec Fabrice Virgili un groupe de travail qui a débouché sur un colloque que je voulais offrir, que j'offrirai tout à l'heure au docteur sur la question donc des viols en temps de guerre. La question en effet que vous vous posez sans doute tous, c'est mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que des hommes peuvent accomplir ce genre de crimes? Parfois la réponse est trop facilement oui, mais c'est parce que c'est la guerre, et puis les violences sexuelles, il y en a toujours eu. Alors en tant qu'historien, cette réponse ne nous satisfait pas, ne nous satisfait jamais. Il n'y a pas d'invariant en histoire. Et pour ce qui concerne les violences sexuelles, en particulier en temps de guerre, elles ne sont pas toujours utilisées comme des armes de guerre. Dans le cas de la RDC qu'on vous a décrit, on a une pratique systématique du viol. Ce n'est pas toujours le cas. Les points communs, bien sûr, c'est que les victimes sont très majoritairement des femmes ou des filles et que les bourreaux sont très majoritairement des hommes armés. Bien sûr, il y a une dominante de sexe. Mais il y a aussi des variations ethniques, des variations religieuses, des variations de classe sociale. Et donc on est obligé de se pencher pour comprendre ces violences sur cette diversité. Il nous a semblé, il me semble personnellement, que si on veut agir dessus, il faut les comprendre. Et donc il faut aller voir du côté des violeurs, il faut aller voir du côté des bourreaux. Il faut aller voir du côté de l'articulation entre un système de domination patriarcale, dominant dans le monde, dominant depuis des siècles, depuis des millénaires peut-être, une structure donc, articulée avec des situations locales qui sont toujours particulières, toujours spécifiques, et qui donnent bien souvent des clés pour comprendre les variations. Donc on va aller du côté de la diversité, et je vais essayer de vous raconter un peu des éléments de conclusion qui sont venus de ce colloque d'historiens qui travaillaient sur le XXe siècle essentiellement, et qui donc donne des différentes facettes en fait de cette réalité et de ce crime. Le titre de mon intervention, c'était « Au-delà de la question des motivations, l'importance des contextes ». En effet, je voudrais tout de suite bien dire qu'il s'agit de quitter la question évidemment du désir, de quitter même peut-être la question des motivations dans un sens individuel. En effet, les acteurs n'agissent pas tant en fonction de leur motivation qu'en fonction des contextes d'action et de pensée dans lesquels ils sont situés. Donc en fait, pour comprendre, il faut qu'on aille tout de suite au niveau du groupe, au groupe en temps de guerre. Et comme ça a été dit pour la RDC, mais c'est le cas dans tous les conflits du monde, pour le coup, dans la plupart des cas, ce sont des viols commis par des groupes d'hommes, des viols collectifs. Donc, si on sort de cette logique individuelle, on a une chance de comprendre quelque chose. Il nous a semblé, il me semble. Un des problèmes, à mon avis, du droit, c'est précisément qu'il connaît la logique individuelle, voire il ne connaît que la logique individuelle. Donc, là, peut-être qu'il y a une forme d'aporie. Donc, comprendre les contextes pour éclairer les gestes violents qui doivent être inscrits dans une grammaire. Il faut bien voir que les gestes s'inscrivent, sont des éléments d'une grammaire, une grammaire culturelle, une grammaire sociale, une grammaire politique. Et c'est seulement si on comprend cette grammaire qu'on peut restituer du sens aux violences, parce que ces violences ont du sens. Si on est du côté de la sidération et du non-sens, on renonce littéralement à comprendre et à agir. Donc restituer le sens qu'avait ou qu'a toujours ce crime pour les victimes. On a vu tout à l'heure des éléments de cette dimension. Restituer le sens qu'ont ces violences pour les bourreaux, pourquoi ils le font,
et restituer aussi le sens qu'ont ces violences pour les cercles extérieurs à ces deux groupes, notamment touchés par la médiatisation de ces crimes. Nous, ici, par exemple. Quel sens ça a pour nous? Et comment ce sens que ça a pour nous a pu être anticipé par les bourreaux et intégré dans leurs crimes éventuellement. Donc ça me paraît essentiel de se souvenir de ça, que le viol en particulier est un discours, qu'il peut participer d'un spectacle, qu'il peut participer d'une mise en scène, et qu'il faut bien identifier tous les acteurs de la scène, de cette scène primaire, pour bien la comprendre. Il faut bien comprendre aussi que cette violence n'est pas ce qu'elle donne à voir, à savoir une violence inter-individuelle. Bien sûr, il y a deux personnes essentiellement concernées dans l'acte violent lui-même, mais j'ai déjà dit, en fait, il s'agit de prendre en compte des groupes. Il s'agit de prendre en compte, par exemple, le fait que cette violence, elle peut être non seulement accomplie, mais elle peut être promise, annoncée, menacée, utilisée comme menace. Dans le cas de la guerre d'Espagne, par exemple, on a bien montré que quand les franquistes vont s'appuyer sur des troupes qui viennent du Maroc espagnol et vont remonter toute l'Espagne à partir du sud. Et ils font précéder leur arrivée de l'usage de ces troupes marocaines par la menace de viol. Ils violeront les femmes républicaines et la réputation des soldats marocains accentue l'angoisse, la peur. Et participe évidemment de la guerre déjà. Alors en tant qu'historienne, je vais faire mon travail de dégager devant vous 4 types de contextes qui nous paraissent, qui sont apparus comme étant importants pour comprendre comment fonctionnent les violences sexuelles en temps de guerre. Le premier contexte, c'est celui que vous connaissez certainement le mieux, c'est le contexte juridique, je n'en dirai quasiment rien. Un contexte qui est réglementaire, national, international, plusieurs cadres existent. La question, en fait, qui nous intéresse quand on regarde la pratique, c'est est-ce que les acteurs sur le terrain connaissent ces cadres? Est-ce qu'ils ont le désir de les appliquer? Et on va voir que la question de la hiérarchie est essentielle. La hiérarchie militaire et politique, connaît-elle le droit? Souhaite-t-elle l'appliquer? Et tous les codes, en gros, tous les codes interdisent les violences sexuelles. Voilà. Donc la base, elle est là, le cadre, il est là, c'est interdit. Bon, la réalité, c'est que c'est pratiqué. Donc c'est ça qui nous intéresse plus. Donc deuxième contexte, le contexte militaire. Le contexte dans lequel sont accomplis ces actes. Et là, il faut utiliser une notion de la sociologie militaire qui parle de groupe primaire combattant. Le groupe primaire, c'est-à-dire vraiment le petit groupe d'hommes qui accomplit, qui se bat. Et dans des guerres qui sont, les guerres d'aujourd'hui en particulier, on n'a pas des grandes armées, on n'a pas des milliers d'hommes sur le terrain qui s'opposent à des milliers d'hommes, on n'a pas de bataille, on a plutôt des petits groupes armés. Et je parle d'armées, il faudrait parler de groupes armés plutôt, puisqu'on n'est même pas forcément dans des logiques d'État, bien sûr. Donc ce petit groupe primaire, les sociologues militaires ont très bien montré qu'il est crucial, c'est sur lui que repose la guerre. C'est-à-dire s'il est cohérent, s'il fonctionne bien, s'il est soudé, ils pourront accomplir tout ce qu'ils ont à accomplir. Donc si la cohésion du groupe est une valeur fondamentale, il faut voir comment elle s'articule avec les violences que le groupe commet. Est-ce que c'est au prix de ces violences commises hors du combat en particulier que le groupe peut fonctionner, ou est-ce que c'est au prix de la sanction de ces violences que le groupe peut fonctionner? Donc là, on a à voir, bien sûr, que ce groupe militaire, ce n'est pas un groupe d'égaux. Les soldats sont égaux, mais au-dessus. Mais il y a une petite hiérarchie, il y a un petit chef, ou il y a des petits chefs. Donc la question, c'est quels ordres sont donnés? Sont-ils obéis? Un chef n'est un chef que s'il est obéi. Mais il est un bon chef s'il sait aller là où ses hommes peuvent aller. C'est-à-dire que s'il donne des ordres dont il sait qu'ils ne seront pas obéis, il ne faut pas qu'il les donne. Donc, dans quelle mesure, quelle est sa marge de manœuvre? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Je vous donne un exemple peut-être pour éclairer cette question de la marge de manœuvre du chef qui lui-même quand même appartient à une structure plus vaste. C'est le cas assez connu des armées qui ont libéré l'Europe après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a 2 cas très connus. Le cas du corps expéditionnaire français qui débarque en Afrique du Nord, qui passe par l'Italie et qui rejoint la France et qui remonte la vallée du Rhône jusqu'en Allemagne. Des troupes marocaines essentiellement, commettent des crimes massifs, des viols massifs en Italie, sur les femmes italiennes, qui ont un statut pas très clair, les femmes italiennes. L'Italie est
Staline est plus sous Mussolini, mais en même temps, ils ont été pendant longtemps dans l'autre camp. Bon, un statut pas très clair, donc encore une fois, pas ennemi, pas ami de ces femmes. Des viols massifs commis avec la bénédiction du commandement, en tout cas qui sanctionne très peu. Quand cette même troupe arrive en France, on leur dit là, il faut se calmer, pas possible. Et il n'y a pas de viol commis. Tout le long de la vallée du Rhône, les femmes françaises sont des amies. Puis, les mêmes troupes arrivent en Allemagne, et là, la situation change. On a exactement la même chose pour les troupes américaines. Quand elles sont en Angleterre, elles ne violent pas. Ou quand il y a des viols, ils sont très sévèrement punis, y compris par la peine de mort. Quand elles arrivent en France, ils violent, il y a des viols, il y a des punitions, mais plus faibles. Ils violent plus, et ils sont un peu moins punis. Et en revanche, quand ils arrivent en Allemagne, alors là, l'Allemagne, c'est vraiment la terre ennemie. Les viols sont beaucoup plus massifs et beaucoup moins punis. Ce sont les mêmes troupes, ce sont les mêmes chefs. C'est le même cadre juridique, et les pratiques sont différentes. Les pratiques sont différentes puisque les hommes savent qu'elles peuvent être différentes. Donc l'articulation entre groupe primaire, cadre, capacité à ordonner et violence me paraît essentielle. On a à voir là, évidemment, pas seulement donc l'autonomie des violeurs, mais la manière dont ils jouent, ils se saisissent de leur marge d'action, de leur marge d'autonomie, de ce qu'ils savent qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Ce qui renvoie à un troisième contexte, qui est en gros la guerre. La guerre comme contexte. Quelle guerre? La nature de la guerre, première chose, et le moment dans la guerre, deuxième élément. La nature de la guerre, ça renvoie à des choses qui ne sont pas de droit, qui ne sont pas est-ce que c'est conflit armé, international, etc. C'est pas ça, ce que je veux dire par là. Ça renvoie plutôt à des notions autour de l'ennemi. Quel ennemi? Comment est-ce qu'on construit la figure de l'ennemi? Et notamment la figure féminine. On est encore dans un monde où la guerre est un univers masculin. Dans la réalité, ce n'est pas forcément ça, mais dans l'imaginaire. Et comment est-ce que les femmes de l'ennemi sont interprétées? Est-ce qu'elles sont vues comme des femmes ennemies ou comme des femmes de l'ennemi? Ce n'est pas tout à fait pareil. Bon, quel ennemi, etc. Donc, travailler sur cette construction des imaginaires mobilisés pour faire la guerre est essentiel. Bien sûr, le fait que des guerres soient civiles ou pas, ça peut jouer, alors, évidemment, sur la question du partage d'un imaginaire, par exemple. Quand je parlais au début de comprendre le sens. Quand on est dans la même culture, évidemment, le sens des actions sont tout à fait est immédiat des deux côtés, plus efficace sans doute aussi. La question du moment de la guerre aussi, on s'est rendu compte qu'il y a des moments privilégiés pour l'accomplissement des violences sexuelles et qu'elles ne sont pas du même ordre selon les moments de la guerre. De manière peut-être assez attendue, le moment de la conquête d'un territoire s'accompagne bien souvent de viols massifs, comme s'il y avait pénétration du territoire, pénétration des femmes ennemies dans le même mouvement. Mais à notre plus grand étonnement, le moment de la débâcle aussi, le moment du retrait d'un territoire, au moment où on a perdu finalement, et on s'en va, mais on s'en va en laissant derrière soi et en détruisant tout ce qu'on peut détruire, notamment la structure sociale, on y reviendra. Le cas de l'occupation est beaucoup plus complexe, quand on a gagné militairement, mais qu'on est quand même obligé d'occuper militairement, donc ça reste une situation de guerre. C'est beaucoup plus complexe parce que ce sont des cas de cohabitation entre troupes armées et population civile. Donc on voit que là aussi, là il faut faire jouer les différents éléments, le cadre juridique, la capacité à contrôler ces hommes, etc. Nature de la guerre, c'est aussi une des spécificités de notre contemporain, un contemporain qui a commencé à la fin du XIXe siècle, où on a inventé une nouvelle technique pour faire la guerre qui s'appelle le camp. Le camp dans lequel on met les civils. Alors il y a toutes sortes de camps au XXe siècle et au XXIe siècle, mais très clairement le camp devient un lieu de concentration des violences sexuelles. On comprend bien pourquoi. Un camp, ça sert à quoi? Ça sert à ça sert à enfermer ses ennemis, mais beaucoup plus largement, ça sert à parquer, à contrôler les populations civiles, qui sont essentiellement des femmes et des enfants, et qui sont à la merci de ceux qui les mettent en camp. Encore une fois, toutes sortes de camps. Mais donc dans ces camps, il y a une pratique de la violence sexuelle spécifique qui rend notamment la question du comptage. On a évoqué tout à l'heure votre moyenne, vous avez
essayer de faire une moyenne, c'est une question dont on ne peut pas sortir en histoire, hein, le comptage des femmes victimes. Et surtout, c'est quoi être une femme victime, hein, quand on est en camp et qu'on est violé régulièrement, on est compté combien de fois, hein. Donc cette comptabilisation est absolument glauque et impossible en réalité, mais elle dit bien quelque chose. Elle dit d'être à la merci, hein, à la merci. Et puis un autre élément plus contemporain des camps, dont l'actualité en France en particulier très récemment a été remplie, c'est les camps de réfugiés. Les camps de réfugiés, la vulnérabilité spécifique de ces populations, dont on a vu que malheureusement elles étaient aussi soumises aux violences sexuelles, notamment des armées censées les protéger. Enfin, dernier contexte, le plus important, je ne sais pas, en tout cas un contexte essentiel, à savoir les sociétés. Les sociétés, la gangue culturelle des violeurs, celle dans laquelle ils circulent, celle dans laquelle ils ont grandi. C'est parce qu'on avait ce contexte en tête que nous avons appelé notre colloque « viol en temps de guerre », et non pas « viol de guerre ». En français, il y a cette expression « viol de guerre », comme si c'était pas pareil, en fait, comme s'il y avait quelque chose de radicalement différent. Par viol en temps de guerre, on voulait au contraire mettre l'accent sur les continuités entre le temps de la paix et le temps de la guerre, sur les porosités entre le temps de la paix et le temps de la guerre. Bien évidemment qu'il y a des choses spécifiques pendant la guerre, et notamment, évidemment, le droit de tuer qui est donné à un certain nombre d'acteurs. Mais on a aussi été frappé par l'importance de ces porosités entre les deux temps, et il me semble que pour avoir une démarche proactive aussi, de prévention, il faut bien percevoir ça. C'est-à-dire, c'est pas simplement en se limitant à ce qui se passe pendant la guerre qu'on pourra agir sur ce qui s'y joue. Et ce qui nous a frappé, et qui est assez récurrent dans les différents cas étudiés dans le colloque, c'est des notions qui sont revenues aussi tout à l'heure. C'est par exemple la notion d'honneur. Alors elle était entre guillemets, j'ai beaucoup apprécié sur le crime d'honneur, évidemment qu'on peut mettre ça entre guillemets. Mais disons que cette notion d'honneur, elle fait appel à un collectif, elle indexe la sexualité des femmes, la virginité des femmes, parfois aussi, à l'impuissance des hommes à les protéger, et elle construit vraiment bien, elle montre bien comment tout est lié, comment atteindre les femmes, c'est atteindre les hommes, c'est atteindre un ordre symbolique et social. Et c'est assez récurrent, il ne s'agit pas de l'honneur dans des sociétés qui seraient plus, je ne sais pas quoi, ou moins que d'autres. On retrouve vraiment cette notion, quelle qu'en soit finalement l'expression, dans de très nombreux contextes. L'autre élément qu'on retrouve très souvent, c'est le silence et le secret. L'idée qu'il y aurait, il y a souvent une construction sociale autour de la violence sexuelle qui fait qu'on la tait. On la tait parce que la victime est honteuse, et vous savez très bien que c'est aussi le cas des viols commis en temps de paix. On ne parle pas. Si on parle, on sort, on est stigmatisé, enveloppe jaune ou pas enveloppe jaune. Voilà, il y a quelque chose qui reste et qui tâche la victime plus que le violeur. Et donc cette habitude acquise en temps de paix, cette manière de concevoir la violence sexuelle comme quelque chose de honteux pour la victime, eh bien, on le retrouve aussi dans le temps de la guerre, et aussi du côté des violeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement... il faudrait interroger la manière dont, en temps de paix, sont jugés, sont condamnés, sont considérés les violeurs. Pour comprendre aussi comment le temps de la guerre, qui n'est pas un temps de l'anomie, mais qui a un temps du changement, du déplacement de certaines normes, peut en renforcer certaines et en diminuer d'autres. Et enfin, l'autre élément récurrent, c'est le lien entre violence sexuelle et genre, bien sûr, entre la construction, la manière dont sont construits les rapports sociaux de sexe dans les sociétés en temps de paix, et la manière dont ils sont mis en œuvre en temps de guerre, puis aussi ensuite, bien sûr, en temps d'après-guerre. Comprendre comment sont construits ces rapports sociaux de sexe, quelle place y tient la violence en particulier, permet aussi de comprendre ce qui se joue dans les viols, ce qu'on peut espérer ou craindre de la guerre à venir. Car on est peut-être toujours entre deux guerres. Donc je voudrais finir par cette notion et insister sur cette notion de porosité.
avec le temps d'avant, avec le temps d'après, insister sur le poids des imaginaires, insister sur les rapports de sexe, insister sur l'analyse des rapports de sexe, insister aussi sur l'instruction qu'ont reçue les militaires, la manière dont ils sont formés, dont ils sont préparés, dont ils sont dans des armées, en tout cas comme les nôtres, en tout cas comme la nôtre en France, mixtes, dont la question des rapports de genre est gérée au sein même de l'institution. Ça compte beaucoup pour comprendre la capacité ou non à accomplir ensuite des violences sexuelles, et aussi la question des conséquences et du legs de ces violences dans les sociétés d'après-guerre. Je voudrais juste finir par un dernier point, peut-être plus personnel, qui revient, mais non, qui était aussi dans le colloque, à savoir le risque de la focalisation sur ces violences sexuelles, de réduire les victimes à ce statut. Elles ne sont pas que des victimes de violences sexuelles. Ce sont des femmes, pour la plupart, on l'a dit. Les sociétés ne sont pas que des sociétés ayant été traumatisées par des violences sexuelles. C'est-à-dire que je pense qu'il faut voir la dimension de rupture qu'introduit cette pratique massive, mais aussi insister sur la dimension de continuité avec la société d'avant-guerre, pour après-guerre la retrouver ou la transformer, croire aussi à l'aptitude sociale, à des formes de résilience qui ne sont pas qu'un concept individuel, revenir à des choses plus dynamiques finalement. Finalement, je crois que, voilà, comprendre, enfin notre projet d'historien plaidait pour la nécessité de comprendre ce qui s'était joué dans les violences sexuelles en temps de guerre, en allant chercher l'ensemble des sociétés mobilisées. Il me semble qu'aujourd'hui, pour agir sur ce qui se passe dans les conflits, on doit sortir des conflits. Voilà. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, merci déjà à l'Université de Angers et à Bérangère Taxil de m'avoir invité. Merci également au docteur Mukwege, c'est un honneur d'être assis à côté de vous, ici, vraiment, sincèrement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais apporter quelques précisions sur qui nous sommes et qui nous ne sommes pas en tant que projet donc collectif qui s'appelle Zero Impunity, afin d'être clair sur notre positionnement et surtout sur le sens de notre action. Alors, ce que nous ne sommes pas historiens, nous ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas universitaires, nous ne sommes pas scientifiques. On n'a pas donc... notre objectif n'est pas donc de faire un état des lieux exhaustif de la problématique sous l'angle d'une discipline. J'ai également le droit donc de ne pas être objectif dans ce sens-là. Nous ne sommes pas non plus une ONG ou salariés d'une ONG, et donc on n'a pas la prétention de dire qu'on agit concrètement et directement sur les choses. Par contre, du fait du volet activiste du projet, pour ceux qui le connaissent, nous soutenons des ONG dans leur travail sur le terrain pour défendre certaines causes qui nous intéressent. Alors par contre, ce que nous sommes, ou ce que je suis moi en particulier, c'est un auteur-réalisateur d'un projet documentaire, d'un film documentaire. Cela signifie que j'agis et j'écris sur la base d'une vision que j'ai du monde, et faite parfois donc de prise de position et de jugement de valeur. Voilà, c'était important de le préciser. On est également un projet activiste, et à ce titre, on revendique une certaine liberté de ton. Alors quel est notre champ d'investigation? Le projet Zero Impunity est un film documentaire qui se base sur un travail d'enquête journalistique que nous, réalisateurs et producteurs, nous avons diligenté. Nous avons donc demandé à 11 journalistes femmes de se rendre sur 6 lieux, 6 contextes et d'enquêter. Ces 6 lieux, 6 contextes caractérisant en fait chacun de nouvelles formes de violences sexuelles, en tous les cas des formes pour nous peu documentées jusque-là. Donc on a enquêté sur l'Ukraine, la Syrie, la CPI, l'ONU et la France en Centrafrique notamment. Pour nous, la question du viol en temps de guerre n'est pas forcément toujours et exclusivement la question du viol comme arme de guerre. C'est une précision encore importante pour nous. Certains pays en guerre vont utiliser le viol comme une arme de guerre dans le cadre d'une stratégie, on l'a vu tout à l'heure, détruire l'ennemi déclaré, l'affaiblir, le déplacer, etc. C'est le cas avec Daesh sur les minorités yézidis ou turkmènes actuellement, c'était le cas en ex-Yougoslavie ou au Rwanda. Et c'est le cas encore dans 2 de nos enquêtes qu'on a diligentées, donc celle sur les États-Unis et celle sur la Syrie. Je vais y revenir tout à l'heure.
Mais un viol commis en temps de guerre peut aussi être pour nous le résultat d'une déstructuration de la société. Et en fait, dans un pays en conflit, il n'y a plus de police, plus de justice. Et dans ce contexte-là, vont être commis potentiellement plus de violences sexuelles que dans un pays en temps de paix. C'est le cas, par exemple, pour l'Ukraine, dans le cadre du conflit dans le Donbass. Mais ces déstructurations sociales amènent aussi à revisiter la forme même des violences sexuelles. D'autres formes existent, et parfois les violences sexuelles se couvrent, par exemple, du vernis de la prostitution forcée. C'est le cas, là, en l'occurrence, de nos enquêtes en Centrafrique par rapport à l'opération Sangaris, donc l'armée française, ou dans le cadre de notre enquête sur les Nations Unies, notamment en République démocratique du Congo. Alors on va commencer par les cas contemporains de violences sexuelles utilisées comme arme de guerre, c'est-à-dire dans le cadre d'une stratégie. Donc, notre première enquête concerne donc la Syrie. Nous avons orienté cette enquête sur l'utilisation du viol d'enfants comme une arme de répression de la révolution syrienne par le régime de Bachar el-Assad. Le viol, il faut savoir que le viol d'hommes, de femmes, mais encore plus d'enfants est une arme très efficace. Le docteur l'a bien expliqué tout à l'heure. Et il s'agit notamment avec les enfants de montrer qu'en fait qu'on ne respecte mais là vraiment plus rien, que l'humanité en fait des opposants est complètement niée. Ça entraîne la peur, évidemment, le désordre, mais surtout le chaos. Le but est essentiellement en Syrie de faire parler les parents révolutionnaires, de les briser, mais aussi de punir les enfants qui ont eux-mêmes parfois manifesté à ces manifestations. L'objectif est évidemment de tenter de créer un choc, de détruire toute velléité de révolte au sein de la communauté syrienne. On a obtenu plusieurs témoignages, notamment celui de Fatima, la maman de Nora, une petite fille de 11 ans, qui a été enfermée dans la prison de Dera. Les milices pro-gouvernementales des Shaïba venaient chercher son père, qui était absent. Ils ont alors pris Nora en otage. Elle a été enfermée durant 45 jours, et durant les 40 premiers jours, on lui a injecté un produit et on lui a donné des pilules. On apprendra par la suite, évidemment, qu'il s'agissait d'hormones de croissance. Les 5 derniers jours, les gardiens de la prison l'ont violée. Ce type d'exaction, on en a recensé un grand nombre, notamment dans les régions de Dera et de Alep, et des cas donc, comme celui de Nora ne sont évidemment pas malheureusement des exceptions. Alors, est-ce qu'il y a eu des ordres? Est-ce que c'est une stratégie? On a interviewé pour ça Bassam al-Alolou, un ancien général du régime, sous les ordres donc, de Bachar el-Assad directement. Il y a un ancien directeur également de la prison de Alep. Il nous a accordé une interview dans un camp de réfugiés en Turquie, puisqu'il s'est enfui suite à des menaces de Bachar, puisqu'il a quitté l'armée. Il a reconnu que des enfants étaient enfermés dans la prison de Alep pour mettre la pression sur ses parents, que ces enfants avaient en général entre 7 et 13 ans, pour la plupart. Il nous parle également d'ordres reçus directement de la part du régime, par voie orale ou par voie écrite. Il nous a montré une missive, tout ce qui vous tombe sous la main vous appartient. Voilà ce que disait cette missive, par exemple. Les prisons n'étaient pas les seuls lieux de calvaire de ces enfants. Ils ont également été violés dans les checkpoints ou lors des perquisitions directement à leur domicile. Également un point géopolitique, certains témoins, notamment Fatima, affirment également, et c'est important de le préciser, que les miliciens venus chercher Nora ne parlaient pas tous syriens, mais également le farsi ou le libanais. Voilà, c'est des précisions qui nous ont été apportées au fur et à mesure de nos enquêtes et qu'on va aussi développer dans le cadre de l'enquête ukrainienne, on le verra tout à l'heure. Justice, alors la CPI, l'ONU, l'ouverture de l'enquête via la CPI sur le cas syrien semble aujourd'hui peu probable. La Syrie n'ayant pas ratifié le statut de Rome. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait saisir la CPI, mais le veto russe, évidemment, annihile toute forme d'espoir à ce niveau-là, sans compter le contexte géopolitique et la victoire, entre guillemets, de Bachar. De nombreux médias, associations et activistes tentent aujourd'hui de récolter des preuves et des informations. C'est le cas notamment de Céline Bardet, qui interviendra tout à l'heure. Et c'est une bonne chose parce que ça met la pression sur les gouvernements et les dirigeants, parce que des lois existent, c'est juste une question de volonté politique que de les appliquer. Et donc, à ce titre-là, l'espoir existe évidemment toujours. Ce jeu de pouvoir et de stratégie, on l'a aussi repéré dans une autre enquête, celle sur, moins commune peut-être, celle sur les États-Unis. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire et expliquer pourquoi les prisons de Guantanamo et d'Abu Ghraib ont été créées suite au 11 septembre et la guerre en Irak. On a récolté des témoignages d'anciens détenus, vous les connaissez peut-être, Nizar Sassi, qui est d'origine française, mais surtout les témoignages de John Rizzo, ancien avocat général de la CIA, Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet de Colin Powell, et Mark Fallon, commandant adjoint de la Défense.
qui nous ont permis en fait de nous montrer la mise en place d'un véritable système de torture au sein de ces établissements, mais également la mise en place d'un système d'impunité à l'échelle internationale. Nos différents témoins en fait nous montrent de manière certaine que le gouvernement américain, et notamment via le président, l'ancien président, vice-président pardon, Dick Cheney, opérant pour le coup un véritable coup d'État durant le mandat de George W. Bush, mais également via la non-action de Colin Powell et Condoleezza Rice, a amené le gouvernement américain à utiliser la torture en fait dans ses prisons et notamment l'utilisation de la violence sexuelle. Il faut rappeler quand même, si tant est qu'il faille le rappeler, que la plupart des personnes incarcérées, notamment à Guantanamo, sont encore innocentes. Ces témoins nous parlent souvent de waterboarding, mais le gouvernement américain a surtout utilisé également le rectal feeding à des fins évidemment non thérapeutiques. C'est considéré par la plupart des médecins, et je pense que ça pourrait être confirmé, comme un viol naturellement. Des témoignages aussi nous parlent donc de sadisme utilisé dans l'utilisation effectivement du rectal feeding. Ils ont également posé des sous-vêtements féminins emplis de sécrétions menstruelles, à même, directement sur les visages des détenus. Évidemment, on a là le plus grand scandale médical de l'histoire des États-Unis, et c'est d'autant plus grave que, malgré ce que souligne encore Barack Obama et plus récemment Donald Trump, ce n'est pas fini, puisque nos témoignages ont également mis en exergue le fait que des prisons secrètes de la CIA existent toujours sur le territoire européen, en Pologne et en Roumanie notamment, et donc le sujet américain est éminemment moderne. Il est éminemment d'autant plus moderne que aujourd'hui le gouvernement américain ne peut pas être inquiété pour ces crimes contre l'humanité, du fait d'un système d'impunité sans équivalent qu'ils ont eux-mêmes monté. Les USA n'ont jamais ratifié le traité de Rome. Voilà. La compétence de la CPI ne leur est donc pas opposable. En outre, ils ont signé des centaines d'accords bilatéraux avec de nombreux pays, évitant donc toute poursuite pour crimes contre l'humanité, contre de l'argent, de la nourriture ou du pétrole. Évidemment, nos témoins, Mark Fallon, Lawrence Wilkerson, etc., s'accordent à dire que les USA ne peuvent redevenir une grande nation que s'ils sont des justiciables comme les autres. Et c'est un petit peu le principe qui doit nous gouverner ici par rapport à l'impunité des crimes sexuels. Et donc c'est seulement lorsqu'ils sont condamnés pour ce qu'ils ont fait que, effectivement, la justice sera rendue. Et que les victimes pourront recouvrir un semblant de paix si tant est que ce soit possible. Je l'ai dit tout à l'heure, un viol commis en temps de guerre peut être aussi le résultat d'une déstructuration de la société. Dans un pays en conflit, il n'y a plus de police, il n'y a plus de justice, et dans ce contexte-là, forcément, des violences sexuelles sont commises plus facilement. C'est le cas déjà en Ukraine. En Ukraine, c'est un cas encore un petit peu particulier, puisque on pourrait appeler le cas ukrainien une zone grise, une zone dont nous ne savons pas aujourd'hui encore si nous sommes dans une situation de guerre reconnue ou dans une zone de non-droit. On a interviewé une dizaine de victimes, Lena, Alissa notamment, et qui, elles, témoignent effectivement de la déliquescence de l'état de droit dans cette zone. Ces agressions, surtout commises entre 2014 et 2015, toucheraient autant les hommes que les femmes et atteignent parfois un degré de violence extrême. On a recueilli le témoignage, par exemple, de 2 femmes dont la poitrine a été transpercée à l'aide d'un tournevis et celui d'un homme violé avec une perceuse. Alors, en général, il s'agit de menaces, de nullité forcée également, d'électrocution des organes génitaux, de mutilation, évidemment, et de viols. Dans nos enquêtes et les premiers rapports publiés, ces exactions se déroulent souvent dans des lieux de détention irréguliers, anciennes prisons, bâtiments militaires, administratifs, écoles, caves. En général, ces violences sexuelles sont commises à des fins de renseignement ou à des fins de chantage pour obtenir de l'argent. Même si majoritairement ces exactions sont du côté pro-russe, aujourd'hui, on a aussi relevé des exactions du côté ukrainien, c'est important de le préciser. Et comme pour la Syrie, il est important de préciser que du côté des séparatistes, nous avons rencontré beaucoup de Russes et de Tchétchènes parmi les combattants. Alors le profil des victimes, c'est essentiellement des combattants ou des opposants avérés ou supposés de l'autre camp, mais c'est également des journalistes, Alissa en est la preuve, jusqu'à des minorités ethniques, religieuses ou sexuelles. Certaines se sont simplement trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, évidemment. Aujourd'hui, la question du viol et des violences sexuelles en Ukraine est encore éminemment taboue. À Kiev, par exemple, il est extrêmement difficile
pour les victimes de saisir la justice dans les cas notamment commis par l'armée ukrainienne, car nous sommes en plein conflit et la justice rechigne à casser le moral entre guillemets des troupes, ce qui vient donc accroître le sentiment d'impunité des bourreaux et le sentiment évidemment d'injustice des victimes. On va s'intéresser maintenant alors à deux autres enquêtes, les dernières, sur les Nations Unies et sur l'armée française en Centrafrique, puisque même si dans ces deux cas, des cas de viol, notamment sur mineurs, ont été recensés et avérés dans le cadre de nos enquêtes, et c'est important de le préciser, nous nous sommes surtout intéressés à la question de la prostitution, car selon nous, la prostitution forcée doit aussi être une part importante de la réflexion sur les violences sexuelles en temps de guerre. Le consentement, c'est quelque chose de très paradoxal, puisque qu'est-ce que ça signifie quand on n'a pas d'autre choix et qu'on meurt de faim? Et parfois même, les gens qui commettent ces exactions n'ont pas toujours le sentiment de commettre un abus de pouvoir. C'est ce qu'on s'est rendu compte dans le cadre des interviews qu'on a pu faire. Ils n'ont pas toujours le sentiment de mal agir, en fait. Rémunérer des femmes permet de déguiser un viol. Un acte qu'on pense consenti grâce à l'argent est une pratique courante et c'est un viol. Et parfois même, ces gens-là ont le sentiment que ça aide les victimes. Et que ça permet, à partir du moment où ça permet de nourrir une famille, et ben ça les aide, et donc le viol est presque naturel. Une nouvelle fois, c'est une manière de maquiller un viol, tout simplement. Comme le montrent aussi de nombreux rapports, on sait bien que dès qu'il y a des casques bleus aussi, dans un secteur en particulier, la prostitution augmente. Il y a des missions, effectivement, qui sont, en l'occurrence, de vrais bésodromes. Et dans le cadre de notre enquête, notamment sur l'ONU, nous avons eu l'occasion de discuter avec Victoria Fontane, alors professeure à l'époque à l'Université de la Paix au Costa Rica. Elle s'est rendue en RDC afin d'interroger des violences sur des victimes de violences sexuelles. Et donc elle a permis de mettre en exergue, comme je disais tout à l'heure, des cas de viol sur mineurs de la part de soldats de la MONUSCO. Mais durant son enquête, Victoria a également établi l'existence, par exemple, d'un hôtel, notamment à Ouvira, qui serait devenu un haut lieu de la prostitution au profit des casques bleus. Donc, des militaires d'un certain rang s'y rendaient, se payaient une chambre pour quelques heures pour la nuit et faisaient venir de jeunes mineurs congolaises. On a également interrogé le responsable de l'hôtel qui confirme donc les allégations de Victoria. On parle là en fait de prostitution de survie et il faut surtout en fait retenir le terme de survie, c'est le plus important. Il ne s'agit pas d'une prostitution classique, mais il s'agit du seul moyen parfois pour les populations totalement défavorisées d'assurer leur survie au quotidien. Il n'y a pas de notion de choix derrière ça. Dans ces états qui sont déliquescents, cette prostitution en fait de survie va s'exprimer dans des rapports de pouvoir entre une population défavorisée, des casques bleus, évidemment tout puissants, et qui savent qu'ils vont bénéficier d'une impunité. Alors cette impunité, on l'a aussi mis en exergue grâce au témoignage notamment de Peter Gallo, un ancien agent de la BSCI, Bureau des services de contrôle interne, qui aujourd'hui a été donc licencié par l'ONU et qui donc témoigne donc à visage découvert. On a également le témoignage de Camille, qui lui-même est enquêteur à la BSCI et qui travaille actuellement et qui donc a témoigné de manière anonyme. Selon Peter Gallo, en fait, les Nations Unies reçoivent en fait un signalement à propos lorsqu'ils reçoivent un signalement à propos d'un de leurs employés. Il faut se souvenir que cet employé en fait dispose d'une immunité de poursuite en vertu de la Convention de 1946. Et la police locale donc, du pays en question ne peut absolument rien faire, puisque seule la BSCI est compétente. Elle est compétente déjà, dans un premier temps, pour une enquête dite administrative. Donc ils vont voir un petit peu ce qu'il en est. Et c'est seulement à l'issue de cette enquête administrative que le secrétaire général des Nations Unies peut lever ou non l'immunité de la personne. Cette enquête administrative, il faut savoir qu'elle prend en général entre 12 mois et 48 mois. Évidemment, au bout de 12 mois ou 48 mois, difficile de revenir auprès des autorités locales pour commencer une enquête d'ordre pénal. Camille, un autre lanceur, donc ce second lanceur d'alerte de la BSCI, qui développe en fait comment sont menées ces enquêtes administratives et à quel point elles constituent en fait que des enquêtes de façade. Des interrogatoires en fait qui ne prennent absolument pas en compte la victime et tout est fait en fait pour perdre du temps. L'objectif étant de ne rien trouver. On l'a expérimenté en allant interviewer des gens à l'ONU et par rapport aux courriers qu'ils nous ont envoyés avant la publication de l'enquête. L'ONU, en général, est dérangée dès qu'on aborde le sujet. Chaque fois que l'ONU agit, c'est parce qu'en fait, c'est devenu public. Et c'est ça qui est important aussi de relever. Si on n'entend pas parler, généralement, en fait, il ne se passe pas grand-chose. En Centrafrique, on a un petit peu repéré le même type de choses. Il y a eu également des viols, évidemment, qu'on a pu identifier et du fait de l'opération donc Sangaris,
Voilà, mais il y a également beaucoup de cas de prostitution. On a recueilli donc le témoignage de victimes de viol de la part de certains militaires de l'opération Sangaris. Et d'ailleurs, la procureure de Paris, Alexandre Onfray, pour elle, il existe un véritable chiffre noir des exactions de l'armée française dans l'opération extérieure. Lorsque, en fait, les soldats français de Sangaris arrivent à Boda en février 2014, ils installent leur base en plein centre-ville et certains témoins de jeunes filles ou de jeunes garçons racontent alors avoir été sollicités par des militaires français pour leur faire des fellations et certains ajoutent même qu'on leur a fait subir des pénétrations. Mais un autre cas nous a beaucoup intéressé, c'est celui de Noëlla, qui permet un petit peu d'étendre le cas des violences sexuelles. C'est une jeune fille mineure qui a eu un enfant avec un soldat de Sangaris. Le militaire français concerné nous parle en l'occurrence d'une histoire d'amour. Il faut bien comprendre que Noëlla ne parle pas le français, que Noëlla était mineure, que Noëlla éprouvait de très importantes difficultés d'audition, que Noëlla a perdu depuis toute petite l'usage de la parole et que Noëlla a contracté une méningite à l'âge de 7 ans, ce qui a laissé naturellement des séquelles. Et évidemment, il faut savoir que ce militaire français n'a pas donné suite à leur histoire d'amour une fois le rapport sexuel consommé. Quand les militaires décrivent en fait ces faits, on s'est rendu compte en fait qu'on a l'impression que ces enfants sont consentants. Et c'est là le problème. Le fait de donner de l'argent, de permettre à la population de survivre, les fait penser qu'ils sont dans leurs droits. C'est encore un fort sentiment néocolonialiste qu'il y a dans nos armées. Ils oublient qu'ils portent des armes, ils oublient que ces populations locales sont souvent défavorisées, que la police n'existe pas. Alors la justice, dans les cas en l'occurrence de Sangaris, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une opération extérieure de l'armée française est faite, le gouvernement français et le gouvernement local, où les forces sont déployées, signent un accord qui prévoit que si le soldat français est accusé d'un crime ou d'un délit, seule la justice française sera compétente. Il pourra donc le juger. Si à cela nous ajoutons que la victime doit déposer plainte auprès de l'armée, que les moyens nécessaires à l'enquête sur le terrain sont également mis à disposition de l'armée, par l'armée, on peut douter de l'efficacité de ces enquêtes, à découvrir la vérité. On est tombé sur un cas, effectivement, où les enquêteurs ont demandé à avoir un hélicoptère pour se rendre sur les lieux du crime, et l'armée a mis 1 an à leur mettre à disposition. Difficile donc d'arriver à la vérité. Donc une forme d'impunité naturellement générée. Alors, par rapport à la France, je mets un petit bémol, on n'en est pas encore au stade où on va fermer des portes et on va détruire les dossiers. Disons qu'on est davantage en fait dans un stade où on va mettre le dossier à un coin d'une table et attendre que ça passe. Et tant qu'on ne vient pas nous chercher, eh ben, tant mieux. Parce qu'il y a évidemment l'objectif pour la justice n'est pas forcément de gâcher des carrières. Le problème, c'est quid des victimes une nouvelle fois, pour qui évidemment les vies sont complètement gâchées. Voilà, dans tous ces cas, dans tous ces cas qu'on a pu mettre en exergue, rarement les bourreaux ont été poursuivis. Pour autant, pour nous, le viol n'est pas forcément une fatalité, mais c'est l'impunité qui l'autorise. Les outils sont là, il suffit de les appliquer avec une volonté politique, sans faiblesse, sans diplomatie, peut-être. Les femmes et les hommes qui ont témoigné, les lanceurs d'alerte, sont autant de rouages dans cette machine de l'impunité qui, pour l'instant, bien huilée. On espère qu'un jour, elle va s'enrayer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Comme chacun et chacune des intervenants et des intervenantes, je vais aussi exprimer une émotion qui témoigne de mon état d'esprit ce matin. Et cette émotion, ce serait très certainement la gratitude, le terme de gratitude qui pourrait la désigner, la caractériser le plus. Pourquoi la gratitude, Dr Mukwege? Parce que nous sommes passés ce matin de l'abjection la plus cauchemardesque à travers les images que vous avez montrées, à travers les mots que vous avez employés, Stéphane. Mais nous ne sommes pas restés sur ce sentiment d'effroi. Nous sommes passés également vers un autre sentiment qui est beaucoup plus noble et qui est peut-être spécifique à l'être humain, qui est le sentiment d'espérance. Et moi, ce que je veux garder comme souvenir, c'est la dernière image de vos diapositives, où l'on voyait ces femmes dont vous nous avez dit elles ne sont plus victimes, elles sont désormais des survivantes.
Et on les voyait danser, on les voyait chanter, on les voyait sourire. Et je trouve que dans cette transformation que votre action sur le terrain permet, que l'action d'autres également accompagne, c'est dans cette transformation-là d'un statut de victime, victime de la barbarie, en des survivantes qui peuvent s'émanciper et qui peuvent s'affirmer comme ayant survécu à l'horreur. Eh bien, c'est là certainement un message d'espérance qui est éminemment précieux et qu'il faut, je pense, garder de cette matinée. Alors, j'ai 5 minutes pour discuter ces interventions qui ont été passionnantes et extrêmement riches. Je serai donc obligée de faire certains choix et en fait, de garder qu'une approche. C'est celle qui a été évoquée par les 2 intervenants, Raphaël Branche et Stéphane Hubert-Bliss, qui était de savoir si les viols en temps de guerre étaient spécifiques, présentaient des particularités spécifiques par rapport aux violences sexuelles qui peuvent exister dans toutes les sociétés en temps de paix. Alors, il a beaucoup été dit que, effectivement, ces violences sexuelles, ces viols en temps de guerre reposaient sur des stratégies déterminées qui pouvaient avoir plusieurs mobiles. Ça pouvait être l'humiliation communautaire, vous nous l'avez dit. Cela pouvait être également la terrorisation des populations civiles et donc voire quelquefois l'épuration ethnique, comme ça a été le cas en ex-Yougoslavie. Est-ce qu'il s'agit là d'une particularité des viols en temps de guerre, ou est-ce qu'il ne s'agit finalement que d'une exacerbation, la plus abominable possible, bien sûr, mais une exacerbation des violences sexuelles qui peuvent exister en temps de paix également? Parce qu'on sait que le viol et les violences sexuelles, c'est pas seulement la satisfaction, l'appropriation du corps d'autrui dans un but de satisfaction d'un plaisir sexuel, c'est aussi quelque chose de différent, quelque chose qui a trait à la domination, quelque chose qui a trait à l'humiliation. Et c'est un point qui vraiment a été particulièrement mis en lumière par les 20 dernières années de réflexion féministe, et qui consiste à souligner que les viols, quels qu'ils soient, commis en temps de paix ou en temps de guerre, les viols, quels qu'ils soient, ont moins à voir avec la sexualité qu'avec le sexisme. Et c'est vraiment une idée forte sur laquelle je trouve les 2 intervenants que les 2 intervenants ont mis en lumière de façon très intéressante. Pourquoi? Parce que le viol n'est pas seulement un acte sexuel. Le viol n'a pas seulement à voir avec la sexualité, il a aussi et avant tout à voir avec des idées de domination et des idées de discrimination. Domination de quoi? Généralement du corps des femmes. Discrimination de qui? Discrimination généralement à l'encontre des femmes. Cette double idée de domination et de discrimination, on la retrouve dans toutes les analyses à l'égard des viols, qu'ils soient commis en temps de paix ou commis en temps de guerre. Pour vous donner juste un exemple, c'est un rapport du secrétaire général des Nations Unies de 2015 qui, consacré aux violences sexuelles liées au conflit, donc la thématique de notre matinée, affirme que, je cite, « les violences sexuelles en temps de conflit ont lieu dans une situation de discrimination sexiste de nature structurelle, alors que cohabitent un système juridique formel et un système coutumier informel où les femmes sont exclues de la vie politique. Par exemple, l'asservissement des femmes, qui va de pair avec la montée de l'extrémisme violent, n'est pas accidentel, il est systémique. Dans les pays où la violence sexuelle liée au conflit est très fréquente, l'avortement sans risque est inaccessible ou illégal, les victimes sont accusées de crimes d'honneur ou de moralité et abandonnées à leur sort au plan économique. Souvent, les femmes sont soumises à des violences sexuelles quand elles se livrent à des tâches prescrites socialement en raison même de leur sexe, comme la collecte de bois, de feu ou d'eau au Darfour, en République démocratique du Congo ou dans le nord du Nigeria. Et on a bien ici cette idée selon laquelle les violences sexuelles, qu'elles soient commises en temps de guerre, comme le montre le rapport du secrétariat général de l'ONU que je viens de vous lire, ou qu'elles soient commises en temps de paix, ces violences sexuelles, finalement, elles expriment une violence de genre qui est une violence discriminatoire. Discriminatoire pourquoi?
Eh bien parce qu'elles sont causées par un système inégalitaire, mais aussi parce qu'elles causent des discriminations, elles entraînent des discriminations à l'égard des femmes. Donc les violences sexuelles, quel que soit le contexte dans lequel elles sont perpétrées, ces violences sexuelles sont le produit de systèmes discriminatoires et contribuent à renforcer un système discriminatoire. Voilà le point principal sur lequel je voulais insister. Il y aurait eu 1000 autres choses à dire, et notamment sur la question de l'invisibilisation de ces violences sexuelles en temps de guerre, qui là encore n'est pas une particularité de ce contexte. On sait que les violences sexuelles aussi, parce qu'elles sont effectuées dans des sociétés qui ne sont pas confrontées à la guerre, ces violences sexuelles sont invisibilisées, les victimes ne témoignent pas ou ne portent pas plainte, les témoignages et les preuves sont difficiles à accumuler, et souvent elles sont niées même avec cette fiction du consentement que Stéphane nous disait tout à l'heure. La prostitution est toujours l'expression d'une contrainte qui est une contrainte qui peut être sociale, qui est une contrainte également économique. Cette contrainte, elle est maximale dans un contexte conflictuel, mais elle existe également. Et la question de la visibilisation des violences mériterait aussi d'être abordée, certainement au cours des débats qui vont venir. Voilà, j'en arrête là en vous exprimant à nouveau mon souci profond, qui est que nous restions sur cette dernière image que vous nous avez montrée et qui témoigne d'un espoir et qui témoigne d'un futur dans lequel eh bien, un espoir est possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Après tout ça, moi, je n'ai plus rien à dire. Si, quand même, que rappeler aussi que l'affaire Bamba, elle est très importante parce que c'est, enfin, je crois que tu l'as dit, c'est une responsabilité de commandement. Donc, c'est-à-dire qu'on a condamné quand même quelqu'un pour viol, alors que lui-même n'a pas commis ces viols, hein, puisqu'il les a ordonnés. Et ça, c'est extrêmement important. Il est 11h33, en fait, vous commencez à avoir faim, vous êtes fatigué. Ouais, je comprends. Non, donc je vais essayer d'être moi très brève, et je sais que c'est difficile d'avoir un défilé comme ça de gens, et puis peut-être que vous avez aussi envie de participer, d'intervenir. J'espère qu'on aura le temps après. Donc moi je me présente très vite. Voilà, je suis juriste. En fait, moi je travaille sur les crimes de guerre. J'ai commencé ma carrière au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et à l'époque aussi on travaillait avec le TPIR, le tribunal pour le Rwanda. J'ai travaillé sur les affaires Akayesu et les premières affaires liées aux violences sexuelles devant le tribunal de La Haye. Voilà, et je suis aussi diplômée, j'ai un diplôme d'enquêteur criminel international. Alors je vous le dis parce que ça fait fantasmer beaucoup de gens ce mot. Donc c'est un diplôme qui a lieu à La Haye, qui est un diplôme très spécifique pour des professionnels qui travaillent sur les questions de crimes de masse, que j'encourage tout le monde à aller faire parce que c'est extrêmement aidant. Et justement et puis voilà, et puis moi il s'avère que j'ai travaillé très longtemps après sur le terrain, beaucoup dans les Balkans, et puis après sur d'autres zones, et notamment la Libye, mais plein d'autres zones de conflit, et qu'au fur et à mesure, pas revenir sur tout ça, mais évidemment que la question des violences sexuelles dans les conflits, etc., il y a encore 10 ans, on n'en parlait pas beaucoup, c'était compliqué, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Aujourd'hui, il y a une espèce de momentum qui est lié aussi, notamment en France, en Europe, aux États-Unis. D'ailleurs, maintenant, ça bouge sur la Chine, etc., sur la question des violences sexuelles en général. On sait tous l'affaire Weinstein, etc. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que moi, je vais vous parler un tout petit peu de comment ça se passe l'enquête, mais j'ai évidemment... applaudir, réagir, etc. Parce que, le problème reste quand même l'impunité. Le problème reste qu'on en parle beaucoup, mais qu'il y a
peu de choses qui se passent. Et en fait, le problème, c'est, l'important, c'est la question du judiciaire et comment on fait pour. Je pense en fait qu'on doit être très créatif au niveau du droit sur cette question-là, parce que et on va pas revenir sur tout ce qui a été dit, notamment par le docteur Mukwege, mais par tout le monde. Il y a une singularité par rapport à ces questions qui ont des conséquences multiples et qui font qu'il y a quelque chose d'unique sur ça. C'est un crime très grave, aussi grave que beaucoup d'autres crimes. Donc la question, c'est pas de dire, mais il y a tous ces caractéristiques-là. Et bien sûr que ça pose problème au niveau de l'enquête, mais en fait, pas tant que ça. J'entends aussi beaucoup, et je le dis, des fois, ça m'agace d'entendre. On répète beaucoup que les survivants ne parlent pas. Si elles parlent. Elles parlent quand on prend le temps, quand on n'arrive pas comme ça en disant bonjour, qui a été violé, merci. Quand on prend le temps. Non, mais parce qu'il y a des choses qui se passent comme ça, donc je le dis. Quand on prend le temps, quand on est avec elle et quand on prend ce temps d'écoute. Il y a aussi ce que vous avez très bien dit, évidemment, les mots. Il y a plein de choses. Les mots ne sont pas aussi directs que ça. Moi, je travaille beaucoup aussi sur la question du viol des hommes, parce que je travaille avec l'angle, évidemment, du crime international. La violence sexuelle dans les conflits, ce sont majoritairement des femmes, bien sûr. Il y a la question du viol des hommes. Je travaille beaucoup en Libye, c'est très compliqué. Mais on me dit, les hommes libyens en parlent. C'est très difficile pour eux de dire viol. C'est très difficile pour eux d'expliquer l'anus, parce que c'est ça, on parle de tout ça. Mais ils parlent de ça. Il y a quelques jours, j'étais avec des hommes syriens qui en parlent, qui expliquent. Donc il y a une parole. Maintenant, je trouvais aussi, ça nous concerne tous. Et je crois que c'est la société dans son entièreté, l'humanité, qui doit quelque chose à ces gens-là. Moi, en tout cas, j'en suis intimement persuadée. Et au-delà de la question judiciaire, psychosociale, tout ce qu'il y a autour, et donc sur lesquels je ne vais pas revenir, à part un petit peu sur l'enquête, il y a aussi, on sait aujourd'hui que les violences sexuelles sont utilisées de manière quasi systématique dans les conflits. J'ai trouvé extrêmement intéressant, tout le monde, mais l'intervention de Stéphane et la question aussi de la déstructuration d'un État, c'est-à-dire où il n'y a pas d'État de droit. De quelle justice on parle quand nous sommes dans des États dont la plupart ont des dysfonctionnements, qui était très bien aussi expliqué, évidemment, sur la République démocratique du Congo. Je rentre de Bangui, la Centrafrique, etc. Donc comment on fait on sait que c'est quasi systématique. Je pense que c'est un sujet aussi qu'il faut qu'on prenne. Donc voilà, au niveau sociétal, c'est une responsabilité internationale. Quid de tous ces pays-là aussi, d'un point de vue, je ne sais pas comment dire ça, politique, stratégique, diplomatique. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi pointer ces pays-là comme on l'a fait sur d'autres sujets et puis, donc, pour arriver à la question de la preuve, alors de l'enquête, comment on recueille les témoignages de ces personnes. L'autre chose en parallèle avec ça que je voulais dire, c'est que aussi il y a eu, moins maintenant, mais tu disais, Diane, je crois, la dernière image que le docteur Mukwege a montrée. Moi, je suis beaucoup sur le terrain et que des fois, ça me fait vraiment mal de voir aussi la manière dont les médias peuvent parler des victimes, des survivants qui ont vécu des choses atroces. Mais moi, les gens que je rencontre, c'est des leçons de vie, mais tous les jours. Des gens qui sont d'une dignité, d'une force incroyable, qui sont d'une joie. Enfin, ça peut paraître bizarre de dire ça, évidemment, pas par rapport à ce qu'elles ont vécu, mais avec cette force, et qu'il y a aussi cette image-là que j'aimerais qu'on voit plus et qu'on parle comme ça, et qu'on ne les fiche pas aussi dans cette, qui a été dit tout à l'heure, dans ce statut, parce que c'est des gens qui ont une vie avant, qui ont une vie après, et qui d'un coup se retrouvent figés à cause de nous tous aussi. Il faut le dire aussi un peu là-dedans, et qui du coup, paradoxalement, quand on travaille sur ces questions-là, finalement, est-ce qu'on les fiche pas encore, enfin, plus là-dedans. Donc voilà. Et la question, bien sûr, de l'enquête des témoignages, c'était un petit peu mentionné l'application Medicap. Il y a un problème aussi de coordination entre tout le monde. Il y a, moi, sur le terrain, les surveillants, ils sont interrogés souvent par je ne sais pas combien de partenaires.
faut le dire ça aussi, que ce soit de l'enquêteur de la Cour pénale internationale quand il est là, aux ONG, voilà. Donc il y a un vrai problème par rapport à ça, parce qu'il y a une retraumatisation, je ne sais pas si je parle bien français là, de tout ça. Et puis encore une fois, on ne les sort pas de ça. Donc il y a un vrai travail à faire sur prendre les éléments, les mettre quelque part et permettre à ces gens-là de se reconstruire de la manière dont elles choisissent. Et ça, c'était aussi quelque chose, parce qu'en étant sur le terrain, il y a aussi des formes d'impératifs qui ne sont pas faits dans ces intentions-là, enfin du moins je l'espère quand même, mais que voilà, il faut porter plainte, il faut aller voir un médecin, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je trouvais que c'est très intéressant aussi sur la question de la réparation, parce que c'est quoi la réparation ? Pour les victimes, ça peut être complètement différent. Moi, la chose qui m'a le plus marquée, j'ai collaboré, enfin, j'ai travaillé avec des procureurs, des policiers bosniens pendant très longtemps. J'ai monté une unité crime de guerre là-bas, et on a conduit le premier procès au niveau national de viol comme élément constitutif de crime de guerre. Je vous passe les détails. D'une survivante, toutes les autres femmes avaient disparu, enfin, des choses qui s'étaient passées il y a 15 ans, donc on n'est ni dans des certificats, il n'y avait pas de certificat médical, il n'y avait pas tout ça. Je pourrais en parler, mais on n'a pas assez le temps, mais on a déconstruit la chose. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a en fait prouvé que ça ne pouvait pas ne pas être arrivé. Attention, tout le monde se concentre. Et c'est là où j'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit, Dr Mukwege, parce que sur ces questions-là, justement, je crois qu'on ne peut pas, moi je vais dire pour des raisons de décence et au regard de la gravité de la chose et quand on sait ce que c'est, mais il faut qu'on arrête de mettre un niveau de preuve qui est effectivement d'exigence, un niveau de preuve qui est complètement surréaliste, qui à mon avis n'est pas nécessaire, qui est beaucoup basé aussi sur le témoignage et sur les certificats médicaux. Alors que, vous prenez l'exemple, mais dans plein d'autres exemples, je travaille en ce moment en Libye, il y a un moment, quand vous avez un certain nombre de témoignages et que vous arrivez, il n'y a pas que la question des témoignages, il y a un contexte aussi. S'il y a eu une attaque à un moment et qu'on sait qu'il y a eu des femmes et qu'on sait que c'est récurrent, moi je pense que ça devrait être, en fait il faudrait qu'on puisse prouver le contraire quelque part, presque renverser la charge de la preuve et prouver que ça ne s'est pas passé, plutôt qu'à chaque fois exiger de ces personnes-là qu'elles nous ramènent un certificat médical qu'elles n'auront jamais. Il y a la question beaucoup sur le terrain, je vois, ça se passe dans des endroits qui sont quasiment inaccessibles. C'est le problème qu'on a aujourd'hui, et d'ailleurs sur la Syrie, d'où l'intérêt d'utilisation d'autres moyens, par exemple des nouvelles technologies, etc., mais qui sont des endroits où on ne peut plus accéder. L'ONU n'accède plus. Il y a les ONG internationales n'accèdent plus. Pour autant, il y a des gens sur place aussi, donc c'est avec ces gens-là qu'il faut travailler. Mais ces zones-là, ça veut dire qu'il y a un certain temps. Là, on le voit aujourd'hui, on a vu beaucoup la question des Rohingyas. Quand les Rohingyas, on parle beaucoup du camp de Coxy au Bangladesh où tout le monde se rue pour aller voir où sont les survivants de viol. Je suis un peu cynique dans mes paroles, mais parce que tout ça sont des choses qui me dérangent profondément. Mais sont des gens déjà qui sont arrivés après de multiples, qui ont fui le pays, etc. Donc on parle de 3 semaines, 1 mois, etc. De quel certificat médical on va parler ? De quelles preuves on va parler ? Donc je crois qu'il y a, et il faut qu'au niveau des juristes, et tous ensemble d'ailleurs, parce que c'est pour moi c'est de la transdisciplinarité, il faut qu'on réfléchisse à ça, et il faut qu'on soit plus actif avec ça, parce que le droit, 2 minutes, c'est un outil créatif. Donc je reviens sur l'histoire de Zieta, par exemple, où en fait on a prouvé qu'il y a eu des viols commis, il y avait un conflit à ce moment-là, il y a eu des choses, et on a prouvé que ça ne pouvait pas ne pas être arrivé, on avait ces 2 officiers qui allaient au même endroit, etc. Et c'est comme ça qu'on a gagné cette affaire. Et pour finir, sur la question de la réparation et de l'individualité des gens, c'est que elle, la phrase qu'elle a eue, c'est, parce qu'en plus c'était en Bosnie, et ils ont été condamnés à 6 ans de prison. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, je pense qu'elle attendait peut-être qu'ils prennent 30 ans, enfin, c'est terrible, etc., parce qu'en plus, elle a été menacée, bref. Et en fait, elle a eu cette phrase en sortant, elle m'a dit, les juges m'ont cru. Voilà. Et ça m'émeut à chaque fois, pardon. Mais pour elle, la réparation était là. Pour des gens, c'est ça. La question des réparations communautaires. J'ai travaillé au Maroc sur ces questions-là, sur tout ce qui s'est passé dans le Rif. Donc, qui n'est pas la question spécifique des violences sexuelles, mais qui est quelque chose d'extrêmement intéressant aussi à faire. Et je pense que ces choses-là, il faut les explorer. Et je pense que c'est tout ça aujourd'hui qu'il faut qu'on explore,
Parce que voilà, chacun a une individualité. Ce sont ces personnes-là qu'il faut entendre aussi. Elles ont les solutions. Que ça soit en Centrafrique, etc. Les gens qui vivent ça ont des solutions, ont des choses à proposer, et je pense qu'on ne les écoute pas assez. Et je finis là-dessus sur, justement, je vais finir sur cette question de sorte d'impératif. Il y a des personnes qui ne veulent pas porter plainte. Il y a des personnes, je reviens sur la Libye, qui ne veulent pas voir de médecin. C'est très compliqué. Mais à un moment, la question éthique, elle se pose aussi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on, entre guillemets, on force quelque part la chose parce qu'on a besoin d'un certificat médical, ou on la laisse gérer ça dans sa propre communauté, et parce qu'elle va accepter de parler à sa sœur, à son frère, je ne sais pas, et on travaille autrement. Il y a vraiment un besoin d'écouter aussi ces personnes-là et ce dont elles ont besoin à un moment même, ce qui peut évoluer aussi dans le temps. Et il y a aussi ça. Et la question, pour moi, des violences sexuelles en général et des violences sexuelles dans les conflits, c'est aussi la question du temps. Et ces personnes-là, elles ont besoin de temps. Et donc, il faut que les services et il faut que le droit s'adaptent à ça. Le dernier exemple dont je veux parler, c'est des Zimbabwe, dont on parle très peu. Il y a eu des violences sexuelles pendant les élections, la période d'élection. Et j'ai travaillé au Zimbabwe avec notamment une survivante, et on a réussi à faire condamner l'État. C'est la première fois. Et c'est assez intéressant aussi parce qu'en fait, on a fait condamner. Donc cette femme a été violée dans des circonstances qui étaient opposantes, politiques. Je t'expliquais bien tout à l'heure aussi voilà, les raisons pour lesquelles tout ça arrive. Bref. Et elle a mis au monde un enfant. Et elle a voulu au départ avorter parce qu'elle pouvait le faire au Zimbabwe dans ce cadre-là. Et la police n'a pas pris sa plainte. Et si tu n'as pas ce papier, on n'a pas ce papier de police, on ne peut pas aller à l'hôpital. Bref. Résultat des courses, elle a eu son enfant. Elle a eu d'abord cette phrase assez extraordinaire. Elle a dit « Quand ma fille est née, j'ai cru voir un monstre, puisque l'issue de ce viol, mais j'ai vu ma fille. » Et elle est là, on travaille avec eux aujourd'hui, on les accompagne. Sa petite fille qui aujourd'hui a 7 ans, s'appelle Vinci par ailleurs. Et surtout, en fait, ensuite, on a poursuivi l'État. Et en fait, sur la base de la faillite de l'État à ne pas avoir protégé cette personne et que ces institutions, la police, n'ont pas permis. Et on a gagné au Zimbabwe. À l'époque où il y avait encore Mugabe, il y a 2 ans, devant la Cour suprême. Et je pense que ça, ce sont des petites choses, mais ce sont des choses à explorer en droit pour faire avancer ces questions. Et là, je suis hors jeu complètement. Voilà. Merci.